Pourquoi notre cerveau devient-il accro au contenu court ? Ces contenus courts nous obligent chaque fois à prendre une décision. Cette stimulation fait qu'on a le sentiment d'être constamment mobilisé dans notre capacité de décision. Est-ce que les personnes riches et les personnes plus modestes sont égales face à cette consommation des écrans ? Offrir un smartphone à un enfant, c'est ouvrir toute grande une porte par laquelle des tas de choses peuvent entrer que les parents n'avaient pas anticipées. D'ailleurs, il a été montré que quand l'enfant est seul devant un écran, il y a une perte de capacité en langage et en capacité cognitive. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là ? Ce qui se passe, c'est que Incroyable, j'avais jamais entendu ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept du popcorn brain, du terrier de lapin 3, 6, 9, 12, une règle que tous les parents devraient connaître? Mais les recherches actuelles ont pointé un troisième élément très important, c'est ce qu'on appelle la technoférence. Ça veut dire l'interférence du smartphone dans une relation. Les gens laissent les décisions importantes de côté et ils ont l'impression qu'ils sont toujours occupés à quelque chose, alors qu'en fait ils ne font rien du tout. Est-ce que le fait de ne plus pratiquer certaines activités au profit des écrans peut nous faire désapprendre des choses fondamentales pour l'être humain? Oui, c'est aujourd'hui un gros problème qui se pose avec l'intelligence artificielle. Je choisis le pari de l'optimisme, à condition d'échapper à ce piège nouveau qui est l'enfermement de chacun sur lui-même par les algorithmes. Et ça, c'est un piège auquel l'humanité n'a jamais été exposée. Que pensez-vous du phénomène de la digital detox? Beaucoup de mal. J'ai constaté une petite chose. Plus de 60% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas abonnées à la chaîne. 60%, ça fait beaucoup quand même. Donc j'ai une petite faveur à vous demander. Si vous aimez notre travail et que vous souhaitez nous soutenir, abonnez-vous maintenant et moi, en retour, je m'engage à écouter vos feedbacks, inviter les meilleurs experts au monde et continuer à réaliser un show de qualité. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Et si les écrans ne se contentaient pas de capter notre attention, mais modifiaient peu à peu notre cerveau, notre façon d'aimer, de penser, de grandir, jusqu'à changer qui nous sommes vraiment. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet brûlant. Comment les écrans et les réseaux sociaux modèlent nos émotions, notre rapport aux autres et même l'éducation de nos enfants. Pour en parler, j'ai invité l'un des meilleurs experts français sur le sujet. Docteur en psychologie, psychiatre, chercheur reconnu, auteur de nombreux ouvrages traduits dans le monde entier, il est aussi membre de l'Académie des technologies. Son approche est singulière mais lucide et je suis certaine que cette conversation va briser de nombreuses idées reçues. Docteur Serge Tisseron, bonjour et bienvenue dans le Manal Show. Bonjour Manal, mais merci de cette invitation. Je suis très heureuse de vous recevoir aujourd'hui. On va parler de sujets très importants dans notre société. Vous allez voir, j'ai préparé plein de questions. Mais pour commencer, c'est vrai que vous avez travaillé sur les images et le numérique depuis des décennies maintenant. Est-ce qu'il y a une idée reçue que vous avez vous-même abandonnée avec le temps? Oui, il y en a une. J'ai commencé à m'intéresser au rapport aux images très tôt. J'ai grandi dans un milieu familial assez modeste, pour ne pas dire plus modeste encore. Et donc, il n'y avait pas de livres, mais il y avait la télévision pour des raisons liées à la vie de la famille. Et puis, quand je suis devenu adulte, psychiatre, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de jugements très négatifs contre les images qui empêchaient de penser, qui empêchaient le raisonnement, contre la télévision qui déjà, à l'époque, était accusée d'influencer négativement les enfants. Et donc, je me suis dit, mais c'est un peu plus compliqué que ça. C'est même beaucoup plus compliqué que ça. Donc, j'ai commencé à travailler sur les images et puis sur la bande dessinée, sur la télévision. Puis les jeux vidéo sont apparus, je m'y suis intéressé. Et comme moi, j'avais finalement eu une culture qui était scolaire, autant très forte à l'époque, autant qu'une culture familiale autour des images, je me suis aperçu que j'avais acquis un recul que tous les enfants dans les années 1980, 90, 2000 n'avaient pas forcément. Et là, je me suis rendu compte que la manière dont j'avais pensé un peu trop vite que les images ne perturbaient pas les enfants était fausse. Et donc j'ai mené d'ailleurs une enquête entre 1997 et 2000 pour le compte du ministère de la Culture, du ministère de la Famille, du ministère de l'Éducation nationale, avec une très forte cohorte d'enfants. Et en effet, on a montré que les images violentes, autant celles des actualités que des dessins animés, que des feuilletons, perturbaient gravement les jeunes enfants. C'est les enfants de 8-11 ans.
Et donc là, oui, j'ai changé d'avis. Et d'ailleurs, je l'ai dit publiquement et j'ai commencé à faire des préconisations à ce moment-là pour justement que les enfants soient tenus à l'écart de certains écrans et puis mieux aidés aussi, mieux accompagnés par leurs parents. Parce qu'on ne peut pas les empêcher de tout voir, mais on peut quand même les accompagner pour qu'ils prennent du recul par rapport à ce qu'ils voient. Non seulement on peut, mais on doit. On doit. C'est une vraie absolument. responsabilité C'est aussi, une vraie hein. responsabilité parentale. Alors malheureusement, vous savez peut-être que la très grande majorité des parents estiment qu'ils sont très mal préparés aujourd'hui. Oui. Parce qu'ils ont grandi dans une culture différente. Les réseaux sociaux aujourd'hui ne sont plus ce qu'ils étaient il y a à leur apparition avec Facebook. Les jeux vidéo ne sont plus ce qu'ils étaient quand les parents d'aujourd'hui jouaient quand ils avaient 10-15 ans. Et donc beaucoup de parents sont un peu comme moi en 1997. Ils ont tendance à voir le paysage d'écran à travers la représentation qu'ils en ont eu et l'utilisation qu'ils en ont eu quand ils étaient plus jeunes. Mais tout a beaucoup changé et tout change encore beaucoup plus vite avec l'intelligence artificielle. Et donc c'est important d'accompagner aujourd'hui les parents. Vous savez, on parle beaucoup d'accompagnement à la parentalité. Mais pendant très longtemps, cette expression disait il faut accompagner les parents financièrement les plus démunis ou les femmes seules qui élèvent un ou deux enfants. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'accompagnement à la parentalité, ça doit concerner tous les parents. Parce que tous les parents sont perdus autour de la question des écrans et ils sont d'autant plus perdus, hélas, qu'il y a souvent des conflits entre experts et les parents ne savent plus quoi penser. C'est vrai. Vous faites bien de le souligner parce que c'est vraiment l'objectif premier de cet entretien. De pouvoir accompagner les personnes qui nous écoutent, parents ou pas. On est tous de toute façon concernés par les écrans. Ça fait partie intégrante de notre vie aujourd'hui. Et l'idée, c'est ça. C'est vraiment d'accompagner, de donner des vrais conseils, d'expliquer l'impact, comment en fait on peut les utiliser à bon escient. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses négatives en ce qui concerne les écrans. Est-ce que c'est une inquiétude qui est fondée ou simplement un fantasme général ? Alors, l'inquiétude est fondée, mais hélas, elle atteint parfois des degrés de panique qui deviennent contre-productifs. C'est ça. Si vous voulez, pour avoir envie de changer le monde, il faut penser qu'on a des leviers pour changer le monde. Quand on dit à des parents qui ont des enfants de 8, 10, 11 ans, qui ont été laissés devant la télévision quand ils avaient 1 an ou 2, que ça a rendu leurs enfants abrutis, les parents baissent les bras. Ils se disent, ça y est, le mal est fait. Le problème, c'est que beaucoup de parents n'ont pas d'alternative aux écrans. Vous savez, moi, j'habite dans une rue devant une école, dans le 11e arrondissement de Paris, une école publique. La rue n'est pas très fréquentée. Eh bien, le samedi matin, des enfants, des petits garçons de 8, 12, 14 ans se mettent à jouer au ballon dans la rue. Et puis une voiture arrive, elle klaxonne, et puis les parents rappellent leurs enfants. Et que croyez-vous qu'ils font le samedi et le dimanche ? Ils passent leur journée devant les réseaux sociaux ou les jeux vidéo. C'est pour ça que je milite depuis des années, pour que les cours de récréation et les gymnases des écoles soient ouverts le samedi et le dimanche à la population. Oui, des enfants vrai. de 8, 10, 12 ans qui tapent le ballon dans la cour de récréation le samedi et le dimanche, ils n'auront plus la même relation entre eux quand ils auront 15, 16 ans. Ils auront appris à créer une dynamique de lien, voyez. Donc oui, il y a des inquiétudes, mais en même temps, chez beaucoup de parents, il y a l'impossibilité de savoir sur quoi s'appuyer pour changer la situation. D'autant plus que la plupart des messages qui sont donnés sont des messages qui vont dans le sens de l'interdiction. Interdire les écrans avant 3 ans ou avant 6 ans, interdire le smartphone avant 13 ans ou avant 15 ans, interdire les réseaux sociaux. Et comme je vous disais tout à l'heure, pour beaucoup de parents, Snapchat, Instagram, c'est des mots. Ils ne savent pas vraiment ce que c'est. On leur dit qu'il faut interdire les réseaux sociaux. Ils en parlent à leur enfant dit non, c'est pas ça du tout. Voilà. Et donc du coup, les parents manquent d'informations et ils manquent de repères précis. Et aujourd'hui, c'est aussi grave que la question des écrans en soi. C'est cet état de sidération, de panique où sont beaucoup de parents. Oui, ils sont désemparés, sidération, panique, inquiétude, et vous l'avez dit aussi, culpabilité. Et culpabilité. Ce sentiment de culpabilité qui doit être très lourd à porter. Ça, c'est quelque chose que vous entendez souvent de la part des parents ? Alors, on l'entend parfois, mais le plus grave, c'est ceux qui ne viennent pas
parce qu'ils ont peur qu'on les culpabilise. Ouais. Et il y a des remontées de terrain, notamment d'assistantes sociales, qui constatent en effet que beaucoup de parents n'osent plus parler de leur vie familiale problématique parce qu'ils craignent qu'on les accuse de laisser trop leur enfant devant les écrans. Oui, le jugement des Le autres jugement, finalement. voilà, le jugement. Alors c'est que vous avez choisi d'étudier les effets sur les écrans sur notre cerveau et leur impact Oui. social. Est-ce que les personnes riches et les personnes plus modestes sont égales face à justement cette consommation des écrans? Non, alors ça a été bien montré. Il y a une grande inégalité sociale. Alors, elle est due d'abord à l'information. Les catégories sociales les plus aisées ont un accès pas plus facile à l'information, elle est disponible, mais ils la comprennent mieux, ils la comprennent plus vite. Voilà. D'accord, ils l'assimilent mieux. Ils l'assimilent mieux. Et puis, ils peuvent avoir aussi des projets de réussite élevés pour leurs enfants. Et puis aussi, ils ont la possibilité de limiter les temps d'écran parce que ils ont la possibilité de payer des alternatives. Parce que si vous habitez dans une ville comme Paris, je pense que c'est pareil à Marseille, à Nantes, à Bordeaux, si vous avez de l'argent, vous pouvez inscrire votre enfant après la fin des cours à un club de gymnastique, un club de danse, un club de sport, un club de manga, un club Bien de sûr. musique, voilà. Les activités extrascolaires. Et du coup, les enfants de milieux favorisés sont invités à se trouvent moins devant les écrans, aussi parce que les parents leur offrent des alternatives. Et en plus, ces alternatives peuvent mobiliser les enfants pour avoir d'autres activités que les écrans à la maison. Si vous êtes inscrit à un cours de dessin, mais une fois à la maison, probablement vous allez avoir plus tendance à dessiner que si vous n'avez jamais mis les pieds dans un cours de dessin. Même chose pour un cours de musique. Vous avez un instrument, vous en faites, voilà, en dehors du temps de club musique où vous êtes inscrit. Donc, les enfants de milieux favorisés, ils sont aidés parce que leurs parents les introduisent mieux à l'utilisation des écrans, parce que leurs parents souvent leur parlent beaucoup plus, il y a beaucoup plus d'échanges parce que les parents ont un vocabulaire plus riche, donc les enfants acquièrent un vocabulaire plus riche, et puis aussi parce que les parents ont accès à des alternatives. Dans les milieux défavorisés, rien de tout ça. Il arrive souvent que la télévision marche très longtemps. Je me souviens d'une étude américaine qui a été menée il y a une dizaine d'années. Il était demandé aux parents combien de temps leur enfant de moins de 3 ans restait devant la télévision tous les jours. Il y a des parents qui avaient répondu 15 heures. Alors, 15 heures? Alors les chercheurs ont dit ils n'ont pas dû comprendre la consigne. Donc ils sont intéressés à quelques-unes de ces familles qui avaient répondu 15 heures. Et en fait l'explication était simple, c'est que les parents allumaient la télévision en se levant et ils l'éteignaient en se couchant. Ils vivaient dans une seule pièce et donc l'enfant petit était exposé toute la journée. Il y a des moments où il dormait probablement, il faut espérer, mais en tout cas il était en compagnie d'une télévision qui marchait à côté de lui toute la journée. C'est énorme. Mais ça, pour revenir à votre question principale, oui, les dernières recherches depuis 2020 ont montré que si on sort l'origine sociale des parents, en fait, l'impact des écrans sur les tout-petits est beaucoup moins important que ce que ça a été dit dans les années 2000 à 2015. L'impact des écrans serait de 0,5 à 0,7 points de QI pour chaque heure de plus passée devant un écran entre la naissance et 5 ans. 0,5 à 0,7 points de QI, c'est très peu, rapporté au total du QI moyen qui est de 100. Alors il y a des chercheurs qui disent oui, c'est très peu pour un enfant, mais c'est beaucoup si on considère toute une population. C'est pas faux non plus. Mais en tout cas, vous voyez que 0,5, 0,7, on arrive à des chiffres alarmants seulement pour un enfant qui passe 5-6 heures devant un écran. Mais ça, c'est quand même très peu d'enfants. La majorité d'entre eux, c'est plus aux alentours de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Je dis pas que c'est bien, c'est trop. Un jeune enfant, il a besoin d'interagir Bien sûr. avec Et justement, un humain. je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet, justement. Avec la règle 3, 6, 9, 12, une règle que tous les parents devraient connaître. Absolument, merci. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement en quoi consiste cette règle? Oui, alors d'abord, un petit peu d'historique. Je l'ai lancé en 2008. 2008, vous voyez, c'était pas hier. Alors pourquoi? Parce qu'en 2006, il y a des chaînes de télévision qui émettaient du territoire britannique. À l'époque, la Grande-Bretagne faisait partie de l'Europe. Et donc, il y a une réglementation qui est la télévision sans frontières en Europe. C'est-à-dire n'importe quel pays qui émet
met des programmes, ces programmes ne peuvent pas être bloqués par un autre pays de l'Union européenne. D'accord. Donc il y avait 2 chaînes de télévision qui émettaient du territoire anglais et qui prétendaient émettre des programmes soi-disant pour les enfants de moins de 3 ans, jour et nuit, Ah, y compris la nuit. ah oui, Alors, d'accord. je leur ai dit: «Mais pourquoi la nuit les enfants dorment?» Ils m'ont dit: «Mais si, parce que si vous les parents laissent la télévision allumée dans la chambre du bébé avec notre programme, quand le bébé se réveillera la nuit, il appellera pas ses parents qui pourront continuer à dormir, mais il regardera la Mais télévision». quelle horreur! Quelle horreur! Et donc vous imaginez bien que j'ai pas supporté ça, donc voilà, je suis monté au créneau avec des copains, on a alerté le ministère de la Santé, donc voilà. Donc on n'avait pas le droit d'interdire cette chaîne, mais en tout cas on a fait du battage et c'est là s'est développé le slogan «Pas de télé avant 3 ans». Alors pourquoi justement il ne faut pas mettre un enfant devant un écran avant 3 ans? Quel impact ça a concrètement sur son cerveau? Alors aucun. Mais le temps qu'il passe devant un écran est perdu pour des interactions. Il faut bien comprendre que D'accord. si vous laissez un enfant un enfant de 2 ans, 1 heure par jour devant la télé et que le reste du temps personne ne s'occupe de lui et qu'il est dans un coin. Mmh. C'est pas l'heure de télé qui va lui faire du mal, c'est que tout le reste du temps, il est seul dans son coin. Mmh. Si vous le mettez 1 heure devant la télé et le reste du temps, il y a des activités qui lui sont proposées, il interagit avec des adultes, etc. Et l'interaction avec les adultes, Voilà, avec les parents, voilà, avec les personnes qu'il aime, c'est si exactement. important pour l'enfant, Et pour la construction en fait ex de l'être humain qu'il va devenir. Tout à fait. Le bébé est dans une période de la vie où il a une formidable capacité d'apprentissage par le fait Oui. que son cerveau est en croissance permanente, il fabrique beaucoup de neurones, vous savez, voilà, et du coup, il a des capacités d'apprentissage phénoménales et puis il a une grande disponibilité aussi et on voit bien quand on interagit avec un bébé, qu'on lui parle, et cetera, comme il est content, comme il est réceptif. Et donc le problème, c'est pas qu'un enfant soit devant un écran, le problème, c'est que c'est du temps perdu pour des interactions. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, c'est qu'il faut, si l'enfant est devant un écran, que l'écran soit accompagné. Évidemment, C'est-à-dire accompagné. avant 3 ans, il faut éviter quand même les écrans parce que c'est une période trop riche en capacité relationnelle. Mais à partir de 3 ans, un écran accompagné, ça veut dire que soit vous regardez le programme avec l'enfant, soit si vous n'êtes pas disponible, par exemple, je prends toujours l'exemple parce que la question m'est souvent posée en conférence, hein, de mères célibataires qui me disent: «Mais vous savez, monsieur Tisserand, moi, je pars le matin avec mon bébé, je le mets à la crèche, je prends les transports en commun, je travaille toute la journée, je reviens le soir, je reprends les transports en commun, je suis fatigué, il faut que je passe au supermarché, que je récupère mon bébé, je rentre chez moi». Et ces femmes me disent légitimement: «J'ai besoin de 3/4 d'heure, 1 heure Et pour qu'est-ce que retomber vous sur mes donnez pieds». comme conseil à cette mère Alors, je leur célibataire? donne comme conseil que si leur enfant est réceptif à des comptines, s'il a la possibilité de dessiner pendant ce temps-là, c'est bien. Si les mères ont commencé par habituer leur enfant à le mettre devant la télé pendant 1 heure, elles vont difficilement pouvoir à créer une activité de substitution. Mais en revanche, ce qu'elles peuvent faire, c'est compenser ce temps où l'enfant est passé, ce temps que l'enfant a passé devant la télé, par un temps de même durée et même de durée supérieure en activité partagée. Donc si l'enfant reste 1 heure devant l'écran, compenser avec une activité qui va aussi durer 1 heure ou plus, c'est Exactement, ça? exactement. Et je leur dis, parce qu'il y a des mères qui me disent: «Qu'est-ce que je peux faire?» Je leur dis: «Écoutez, c'est le soir, probablement vous faites la cuisine, hein, voilà, pour Mmh. manger vous, faire à manger à goûter. Mettez votre bébé à côté de vous et puis si vous avez une grande casserole, vous donnez une petite casserole, si vous avez une grande cuillère, vous donnez une petite cuillère et puis il va vous imiter». Et on sait que les jeux de l'imitation sont extrêmement structurants pour les enfants et puis vous allez lui parler en lui disant simplement ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire, je sais pas moi, je prends la marmite, voilà, je mets le Oui, sucre, je mets le beurre, lui voilà. Et de expliquer. manière à ce que l'enfant apprenne que les objets ont des noms et qu'il apprenne à mémoriser ces noms et que surtout l'enfant se perçoive comme un interlocuteur auquel le parent accorde la confiance de le comprendre. C'est-à-dire le bébé comprend que non seulement le parent s'occupe de lui, mais le bébé intériorise l'idée que le parent le considère comme capable de comprendre ce que le parent D'accord. lui dit. C'est Et très ça, important c'est ça. extrêmement valorisant pour Ouais, le bébé. ouais. Et vous voyez, et ce simple fait de partager ce temps fait que l'heure d'écran que l'enfant aura passé seul sera largement rattrapée.
D'ailleurs, il a été montré que quand la télévision marche tout le temps, ou bien quand l'enfant est seul devant un écran, il y a une perte de capacité en langage et en capacité cognitive, capacité intellectuelle, capacité d'apprentissage. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là? Eh ben, ce qui se passe, c'est qu'il manque d'interaction. Mais Mmh. il a été montré également que si ce temps d'écran est accompagné, l'enfant gagne en compétences de langage Ah oui? et en compétences cognitives, en compétences C'est intellectuelles, en l'effet inverse compétences qui se d'apprentissage. produit. C'est l'effet inverse. Incroyable, j'avais jamais entendu ça. Et oui, parce que c'est des études qui datent de 2020, 2021 et même Des études assez dernièrement récentes. 2024. C'est très récent. Parce que ce facteur n'avait pas été vraiment pris en compte. Les chercheurs, en général, trouvent ce qu'ils cherchent. Dans le meilleur des cas, ils découvrent des choses qu'ils ne cherchaient pas. Ça, c'est miraculeux, c'est très, très rare. Mais le plus souvent, le protocole conditionne les résultats. Et donc, tant que les chercheurs, pour des raisons que j'ignore, ne prenaient pas en compte l'origine sociale des parents, quand ils ne prenaient pas en compte le fait que les écrans soient accompagnés et non accompagnés, ils ne pouvaient pas faire les découvertes qu'on fait depuis quelques années Oui. et qui, voyez, bouleversent complètement la représentation qu'on a des méthodes éducatives dont on dispose. Alors, puisque vous avez évoqué tout à l'heure la règle 3-6-9-12, je voulais quand même rappeler que en 2008, quand je l'ai lancée, j'ai proposé 3 principes qui devaient guider les parents. Le premier principe, c'était l'accompagnement. Et vous voyez, l'accompagnement, on vient d'en parler. Donc 2008, je dis, il faut accompagner les enfants dans la découverte des écrans. 2020, 2022, c'est confirmé par la recherche. Vous avez vraiment été précurseur sur ce sujet-là. Voilà. Il y avait l'accompagnement, il y avait l'alternance, alternance avec et sans écran. Vous voyez, un petit peu comme je vous disais de la mère, elle est obligée de mettre son bébé devant un écran, mais tout de suite après, une activité partagée. Puis il y avait l'idée de favoriser l'apprentissage d'autorégulation. Autorégulation, c'est la capacité de maîtriser les émotions, de maîtriser les impulsions. Ça se construit très lentement. Les chercheurs, aujourd'hui, en développement du cerveau, disent que c'est vraiment terminé que vers 25 ans. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas commencer avant. La preuve, d'ailleurs, c'est que les enfants intériorisent très tôt les règles alimentaires de leur milieu social. Là où on mange avec une cuillère, on mange avec des couverts, on mange avec des baguettes. Les enfants font cet apprentissage et ils apprennent à s'autoréguler, ne pas se servir dans le plat, accepter les règles familiales autour de la prise d'alimentation. Et donc, accompagner la possibilité de construire l'autórégulation, ça veut dire que quand les enfants vont avoir un temps d'écran à partir de 3 ans, il faut que ce temps d'écran soit fixé dans une tranche horaire. Et par exemple, je sais pas moi, 18h, 19h ou 19h, 19h30, voilà. Mais dans tous les cas, il faut que ce temps d'écran, entre 3 et 6 ans, soit dans une tranche horaire fixe, pour apprendre à l'enfant à attendre. Et le mieux, c'est d'avoir une pendule ou un réveil avec des aiguilles. Et on lui dit, tu vois, là, à partir quand oui, ça, en général, ça fonctionne bien. Quand la grande aiguille ou la petite aiguille seront là, tu auras ton temps d'écran. Ce qui veut dire qu'en attendant, il apprend à attendre. Et apprendre à attendre, on sait que c'est quand même une compétence très importante dans le développement de l'enfant qui préfigure l'apprentissage justement de la capacité d'autorégulation. C'est la première marche, on pourrait dire, première marche de l'escalier qui va mener petit à petit à la capacité d'autorégulation. Donc il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Là, il y a le temps d'écran accompagné, le fait aussi de contrebalancer lorsque mon enfant reste 1 heure devant l'écran, je lui propose une activité d'1 heure ou plus pour essayer d'équilibrer tout ça. Et la 3e chose, c'est vraiment d'imposer un temps dans sa journée afin de lui apprendre non seulement la patience, mais aussi de cadrer un petit peu ce temps d'écran et que ça ne dépasse pas non plus, que ça reste pas des heures. 1 heure au maxi, entre 3 et 6 ans, on commence par une demi-heure, petit à petit on augmente à 1 heure. Tout ça, il faut bien dire que c'est largement dépassé. C'est vrai. C'est largement dépassé, non pas comme... c'est dépassé par les pratiques familiales. C'est pas dépassé en tant que bon conseil, ça reste de très bons conseils. Mais dans beaucoup de familles, ça se passe autrement. C'est pour ça que j'insiste toujours beaucoup depuis 2008 sur avoir des activités partagées le plus possible. Je vais vous donner un exemple. Déjà en début des années 2000, j'allais pendant les vacances dans des camps de vacances, vous savez, dans la campagne, là et tout, et j'allais faire déjà des conférences sur les écrans. Et donc, je disais aux familles qui étaient réunies devant moi le soir, je leur disais, mais est-ce que vous regardez la télévision ici? Puisqu'à l'époque, le gros problème, c'était la télé. C'était Arros sur la télé, on a oublié. Donc, est-ce que vous regardez la télévision ici? Les gens disaient, non, on ne la regarde pas. Je disais, mais chez vous, vous la regardez? Oh ouais, on la regarde tout le temps, elle marche tout le temps. Je leur disais, mais chez vous, elle marche tout le temps, vous la regardez, ici, vous la regardez pas. Qu'est-ce qui change? Ils disaient, ici,
on s'occupe à d'autres choses. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si vous proposez des alternatives aux écrans, eh bien, les enfants sont intéressés. Vous savez, après la Covid, beaucoup de pédagogues disaient: «Mais les enfants étaient tellement isolés chez eux, ils vont avoir de la peine à se retrouver dans la cour de récréation. Ils vont rester écartés les uns des autres, là, ils vont se mettre le dos au mur et puis ils vont se regarder». Pas du tout. Qu'est-ce que Les vous avez observé alors? Non, justement, c'est le contraire qui s'est passé. Dès que les portes des écoles ont été ouvertes, ces enfants qui avaient été confinés chez eux pendant des mois, voire des années, ils se sont tous précipités les uns contre les autres pour faire des activités communes. Oui, bien sûr. Donc les enfants, surtout quand ils ont 6, 7, 8 ans, c'est physique. Ils ont besoin de se confronter, de se coltiner. Et certains auteurs américains disent même qu'il faudrait créer des espaces de jeux libres, non pas des espaces de jeux encadrés avec des règles, des adultes, non pas des espaces de jeux, on les invite à jouer à des jeux à règles comme le volley, le foot, tout ce que vous voulez, mais des espaces de jeux où ils apprennent à se confronter les uns aux autres et à inventer leurs Et propres c'est règles. ça. Et c'est ça qui leur manque. On a aujourd'hui des enfants trop élevés entre quatre murs, des enfants élevés dans la chambre. À partir de 6, 9, 12 ans, qu'est-ce que Oui. vous préconisez? Alors, pas d'écran avant 3 ans. En fait, arrêter la télé, faire autre chose, voilà. 3-6 d'une demi-heure à 1 heure. Donc 6-9, eh ben, quand même commencer à expliquer à l'enfant Internet, les règles, les réseaux sociaux, parce que l'enfant, il voit bien qu'il a des grands frères, des grandes sœurs, des camarades. Parfois déjà, vous savez, vers 8 ans, il y a un enfant qui a un smartphone. Donc commencer à en parler, 7-8 ans, voilà, qu'est-ce qui se passe à l'école et tout. Commencer un petit peu une éducation pour mettre en garde l'enfant contre les risques. Et puis à 9 ans, un Internet accompagné, mais pas seul. Et l'Internet seul, à 12 ans, révolu. Alors ça, c'était en 2008, mais aujourd'hui, avec l'apparition du smartphone, Internet seul à 12 ans révolu, c'est pas de smartphone avant 13 ans. Puisque le smartphone donne accès à Internet à un enfant à toute heure du jour et de la nuit. Donc c'est ça, Donc donner pas de un smartphone smartphone avant avant 13 ans. 8 ans ou à 8 ans, c'est pas forcément une bonne idée. Ah c'est une très mauvaise idée. Alors pour 2 raisons. La première, c'est que vous laissez votre enfant avoir accès à des tas de choses dont vous ignorez tout, parce que beaucoup de parents ignorent ce que sont Snapchat, Instagram, tout ce qu'il peut regarder sur YouTube. Puis l'autre raison, c'est qu'il y a constamment des nouvelles choses qui apparaissent. Par exemple, vous aviez offert un smartphone à votre enfant il y a 4 ans, il n'y avait pas TikTok. Tout d'un coup, TikTok apparaît. Et du coup, vous perdez la main. Parce que, à moins d'appartenir à un groupe d'échange, d'expériences, d'informations, vous n'avez pas le temps de découvrir ce qu'est TikTok. Mais votre enfant, lui, qui a du temps, qui a plus de temps que vous, parce que les adultes, non seulement ils travaillent, les enfants ils travaillent aussi à l'école, mais moins d'horaires. Mais les adultes, non seulement ils travaillent, mais il ne faut pas oublier quand ils font les courses, ils font le ménage, ils s'occupent de la maison, voilà, donc ils s'occupent de leur vie affective, voilà. Donc tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et du coup, les parents ont moins de temps pour s'informer sur les nouveautés qui apparaissent sur Internet. Et donc, l'enfant découvre TikTok tout seul dans son coin, il découvre tout seul avec des copains. Et puis du coup, il s'engage dans des pratiques dont les parents ignorent tout. Offrir un smartphone à un enfant, c'est pas seulement lui offrir les services que le smartphone lui procure au moment où l'on lui offre, c'est ouvrir toute grande une porte par laquelle des tas de choses peuvent entrer que les parents n'avaient pas anticipées. Et aujourd'hui, le gros problème, c'est la puissance des algorithmes qui bouleversent notre utilisation des outils numériques. Des algorithmes de plus en plus puissants pour que nous restions scotchés de plus en plus longtemps à tous les services auxquels que nous essayons. Oui, et on va détailler ça justement pour comprendre quel impact ça a vraiment sur le cerveau et sur les relations humaines aussi. Donc vous, docteur, vous dites pas de smartphone avant quel âge? 13 ans. Non, avant 13 ans, un enfant n'a rien à faire avec un smartphone. La capacité de pouvoir comprendre qu'une même information peut susciter des émotions très différentes, voire opposées, cette capacité se construit assez tardivement. Donc, sur Internet, vous trouvez énormément d'histoires drôles qui sont en même temps dégueulasses, racistes, sexistes. Mais c'est drôle en même temps, c'est tragique de le dire. D'un côté, vous avez envie de rire, et de l'autre côté, vous avez honte de rire. Et les enfants ont tendance, quand ils sont jeunes, à privilégier
l'un des 2 côtés. C'est-à-dire soit l'enfant rit sans se rendre compte à quel point c'est problématique et il peut être, accusé de rien avoir compris, ou il peut être embrigadé du côté de ceux qui décident délibérément que le racisme, l'homophobie se justifient. Ou alors il bascule de l'autre côté et il peut de la même manière lui être reproché de pas savoir rigoler quand c'est drôle. Donc si vous voulez, le fait de pouvoir concilier, de pouvoir vivre en même temps 2 émotions contradictoires, c'est compliqué même pour certains adultes. Et l'enfant n'en est pas tellement capable. Et sans même sur internet, on trouve beaucoup de choses comme ça. Et puis bien sûr, il y a la puissance des algorithmes contre lesquels il n'a aucun moyen de se protéger, puisqu'il n'a pas la capacité de contrôler ses impulsions, de prendre du recul. Donc c'est une cible beaucoup plus c'est une cible beaucoup plus vulnérable à tous les algorithmes qui le poussent à rester toujours plus longtemps. Mais vous savez, docteur, il y a beaucoup de parents qui vont dire « Moi, je donne un smartphone à mon enfant à partir du moment où il rentre à l'école pour pouvoir rester en contact avec lui, pour pouvoir communiquer plus facilement. Me dire à quelle heure il finit l'école, s'il est bien rentré à la maison, notamment s'il a une sortie scolaire, ce genre de choses. » Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ces parents? C'est très simple, c'est qu'il suffit que quand ils achètent le smartphone à leurs mineurs à partir de 13 ans, surtout quand même, alors avant 13 ans... Avant 13 ans. Avant 13 ans, alors acheter un téléphone à clapet, vous savez, les vieux téléphones, les téléphones qui ne donnent pas accès à Internet. Et puis à partir de 13 ans, eh bien, acheter un téléphone, oui, mais demander aux vendeurs qui brident tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que l'enfant n'a accès à aucun réseau social sur son smartphone. Donc ce que vous dites en fait, c'est qu'il faut bloquer l'accès aux applications. Il faut bloquer l'accès aux applications à tous les smartphones vendus aux mineurs à partir de 13 ans. Avant, ils n'en ont pas besoin, avant un téléphone à clapet, pour appeler, pour envoyer des SMS, etc. À partir de 13 ans, un smartphone, mais aucun accès aux réseaux sociaux, mais les parents peuvent les débloquer jusqu'à la majorité numérique, 15 ans, ou à la majorité numérique 15 ans, l'enfant a accès à ce qu'il veut, c'est la majorité numérique. Mais avant, alors elle pourrait être à 18 ans, la majorité numérique, elle pourrait être à 13 ans, elle est à 15 ans, on est à 15 ans, donc à 15 ans, c'est le choix de l'enfant, personne n'a rien à en dire dans l'état actuel de la législation. Vous pensez que c'est trop tôt ? Non, je pense que c'est bien 15 ans. Mais je dis, je pense que c'est bien, mais je comprends des gens qui disent c'est trop, c'est pas assez. Donc ce que je veux dire, moi je trouve que c'est bien. Aujourd'hui, la situation des parents est quasiment impossible parce que les smartphones sont vendus à partir de 13 ans, même avant, de telle façon que tout y est présent. Ouais. Et il est demandé aux parents qui n'y connaissent rien, de décider qu'est-ce qu'ils vont interdire ou pas. Comme les parents ont beaucoup d'autres choses à faire et qu'ils connaissent rien, ils font rien. Et beaucoup d'ados gardent tout. Mais si les smartphones étaient vendus à 13 ans sans aucune possibilité d'accès aux réseaux sociaux, les enfants harcèleraient leurs parents pour avoir accès à certains réseaux sociaux et les parents seraient amenés forcément à s'intéresser. Et si l'État proposait des sources d'informations claires, pédagogiques, facilement accessibles, des émissions à la télévision, des émissions sur YouTube, des plateformes, voilà, que les parents sachent à quoi s'en tenir, eh bien à ce moment-là, les parents décideraient de débloquer certaines applications ou pas. Mais encore une fois, la majorité numérique, c'est la responsabilité des parents jusqu'à 15 ans. Très bien. Et je serais embêté que l'État se substitue à l'autorité parentale, parce que plus l'État se substitue aux parents et plus on s'approche de ce qu'il faut bien appeler une dictature. Dans une dictature, l'éducation des enfants relève de l'État. Alors il y a une chose que vous dites, docteur, qui est très intéressante, puisque vous dites que les adolescents ne sont pas accros à leur smartphone. Oui, alors ils sont accros à leurs potes. Alors ça, la formule n'est pas de moi, j'ai une experte des États-Unis qui dit ça. Ils sont pas accros au smartphone, ils sont accros à leurs potes. Ils sont accros à leurs potes. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ils sont accros à leurs copains. L'adolescence, c'est très compliqué. C'est pour ça que beaucoup de gens oublient la leur, parce que c'est une période infernale, l'adolescence. Infernale. Parce que vous comprenez quand même à l'adolescence que votre vie ne va pas se passer avec vos parents. Avant, vous le pressentiez, mais vous pouviez penser que vous aviez encore quelques belles années en famille. À partir de 14, 15, 16 ans, quand même, vous voyez bien que le moment approche où vous allez être amené à quitter votre famille. À aller ailleurs, quoi. Voilà, investissement professionnel, investissement scolaire, investissement affectif, investissement amoureux, etc. Peut-être changer de ville s'il y a besoin pour aller dans une université ou trouver un travail ailleurs que près de chez soi. Souvent, on est obligé pour avoir un travail d'aller ailleurs que près de chez soi. Donc l'adolescent est pressant tout ça et
Sur quoi s'appuyer? Eh ben, il décide que le mieux, c'est de s'appuyer sur ceux qui sont confrontés au même problème que lui. Si vous D'accord. voulez, le raisonnement est simple. Personne ne peut mieux m'aider que ceux qui vivent les mêmes problèmes que moi et ont commencé à les résoudre. Donc, les un peu plus grands, ou ceux qui ont mon âge, mais qui sont un peu plus avancés dans la résolution des problèmes. Donc, les copains, de manière très idéalisée, vont être ceux sur lesquels on va pouvoir s'appuyer pour essayer de prendre du recul par rapport à la famille et poser des jalons pour la vie adulte. Et les copains, je les retrouve où? Et les copains, traditionnellement, vous savez, on les retrouvait au coin de la rue, sur les terrains vagues, dans un café. Aujourd'hui, on les retrouve sur les réseaux sociaux, parce qu'il n'y a plus d'espace dans la ville où les jeunes ados puissent se retrouver. C'est quand même intéressant cette idée-là, que les adolescents ne sont pas accros à leur smartphone, mais plutôt accros aux potes qu'ils vont retrouver Oui, à travers les réseaux exactement. sociaux. Ça, c'est quand même quelque chose d'important, je pense, à comprendre. Oui, alors vous voyez que ça engage aussi toute une politique de la ville, de se préoccuper enfin de créer des espaces pour les ados. Ouais. Parce qu'il y a eu toute une politique de la ville depuis 15 ans qui a été assez bien menée. C'est-à-dire, dans une ville comme Paris, il y a de plus en plus de tout petits jardins avec un bac à sable et quelques bancs. Un bac à sable pour les mamans qui ont un bébé, les bancs ombragés pour les personnes âgées. Les mamans, elles votent. C'est normal qu'on les gratifie d'un bac à sable pour leur bébé. Les vieux, ils votent. On les gratifie d'un banc à l'ombre. Les ados, ils votent pas. Les ados, ils votent pas. Et du coup, eh ben, ils ont été Totalement oubliés. Les ados sont totalement oubliés ils par la société aujourd'hui. totalement les laissés pour compte. Et même plus que les laissés pour compte. Souvent ostracisés. Par exemple, il y a 10 ans, beaucoup d'ados se réunissaient dans les grandes surfaces, les hypermarchés. Et des vigiles ont été créés et payés pour les chasser. Il y a eu une époque où ils se réunissaient au pied de certains immeubles. Il y a des alarmes sonores. Les ados n'ont pas la même l'oreille des ados n'est pas sensible au même son elle est plus sensible à certains sons que l'oreille de l'adulte. Des sons très aigus notamment. Et donc du coup, dans certains endroits, il y a des alarmes sonores qui sont pas entendues par les adultes, mais qui sont entendues par les ados et ça les gêne. Et du coup, ils vont ailleurs. Et on est dans une culture où les jeunes sont perçus comme un problème, comme une menace, voilà. Alors que pour beaucoup, la menace qu'ils affrontent, c'est le monde que les adultes leur ont laissé quand même. Donc, ils se réfugient sur leur smartphone pour Oui. retrouver leurs amis. Donc, est-ce que du coup, on peut dire que c'est pas forcément inquiétant de Alors, voir si, des adolescents mais passer toute leur journée sur leur téléphone? Si, hélas, parce que les réseaux sociaux n'ont plus de réseaux sociaux que le nom. Et d'ailleurs, donc TikTok n'a jamais été un vrai réseau social. C'est un espace de consommation de vidéos en boucle. C'est-à-dire sur TikTok, quand on y va, très vite, on est absorbé par l'algorithme qui amène à sweeper des vidéos. Et puis, même le patron de Facebook a annoncé que Facebook, Instagram, Snapchat seraient bientôt moins des réseaux sociaux que des plateformes de divertissement et d'information. Quand le patron de Facebook dit divertissement et information, il veut dire abrutissement et désinformation. Est-ce qu'on doit s'inquiéter alors? Eh ben oui, parce que les ados vont sur leur smartphone pour retrouver leurs copains, mais ils sont absorbés par des algorithmes, ils sont absorbés par des informations virales qui bouffent, qui grignotent, qui mangent beaucoup de possibilités d'échange. Qu'est-ce que ça impacte ça concrètement sur le cerveau de ces adolescents ou même des plus âgés, hein? Concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on reste comme ça sur les réseaux sociaux, qu'on scrolle, qu'on consomme du contenu? Alors, avant de comprendre quel impact, il faut comprendre pourquoi ces algorithmes sont si efficaces chez les ados. Parce que le cerveau des ados fonctionne très différemment du cerveau d'un adulte. Le cerveau des ados, il a d'abord, pendant quelques années, une hypersensibilité à la récompense. Donc les algorithmes sont tous basés sur ce modèle-là. Vous faites quelque chose et vous avez une récompense aléatoire. C'était déjà les expériences d'un chercheur américain qui s'appelait Skinner, qui avait étudié ça chez les pigeons. Voilà, c'est-à-dire que ça marche très bien chez les humains aussi. Vous faites quelque chose, vous obtenez une récompense, vous avez tendance à le refaire. Mais si vous obtenez une récompense à chaque coup, très vite, vous êtes saturé de récompenses. Donc vous obtenez une récompense, vous dites je vais en obtenir une autre, vous le refaites, il n'y en a pas. Vous le refaites, il n'y en a pas. Vous le
refaites, il n'y en a pas. Vous le refaites, il y en a une. Ah ben, vous le refaites, il n'y en a pas. Vous le refaites, il n'y en a pas. C'est le principe des machines à sous. Ça tombe de temps en temps. Et le fait que ça tombe seulement de temps en temps fait que vous devenez accro parce que vous avez envie que, vous avez compris qu'il faut le faire beaucoup, 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 beaucoup. Et chaque fois, chaque fois que vous recevez une récompense, vous refaites la même chose avec l'idée de recevoir la récompense. Donc, tout votre corps est imprégné d'hormones qui vous réjouissent déjà de la récompense que vous allez obtenir. Et si vous l'obtenez pas deuxième, troisième, quatrième fois, vous avez encore plus d'excitation parce que vous dites, elle va bien finir par arriver à tomber la cinquième ou la 10e fois. Donc, il y a chez les ados cette hypersensibilité à la récompense, et puis il y a aussi une hypersensibilité socio-émotionnelle, c'est-à-dire une très grande réceptivité au groupe. Donc, ces deux éléments font que si un enfant est entouré de camarades qui sont scotchés à TikTok, il va se scotcher à TikTok. S'il est entouré de camarades qui passent leur temps sur Instagram, il va aller sur Instagram. Le mimétisme. Voilà, le fait de se regrouper, le fait de partager un centre d'intérêt commun pour se sentir bien ensemble. Est-ce que c'est la même chose pour les adultes? Parce que j'ai l'impression que les adultes aussi sont absorbés par leurs écrans lorsqu'ils sont dessus. Oui, alors beaucoup d'adultes sont en effet très absorbés par les écrans, et c'est important aussi qu'ils apprennent à donner le bon exemple à leurs enfants. C'est pour ça que je demande toujours, quand je fais des conférences aux adultes, d'apprendre à ritualiser leur consommation. Ritualiser leur consommation. Leur consommation d'écran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se fixer des tranches horaires. Vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'ai dit pour l'enfant de 3 à 6 ans. Les parents, ils doivent faire la même chose pour eux-mêmes. C'est-à-dire décider qu'ils vont consulter leurs mails, leurs SMS, leurs réseaux sociaux dans certaines tranches horaires, de manière le reste du temps à être disponible à leur famille, à leurs collègues, et pas constamment regarder leur smartphone pendant le repas, par exemple. Concrètement, se dire que après le travail, je peux consacrer 30 minutes sur les réseaux sociaux. Essayer d'utiliser des temps dans lesquels on n'est pas pris dans une relation pour gérer toutes les informations numériques qu'on reçoit et qui appellent une réponse. Mais les recherches actuelles ont pointé un troisième élément très important dans la recherche entre les parents et les jeunes enfants. C'est ce qu'on appelle la technoférence. C'est un mot un peu barbare, j'en conviens, technoférence. Ça veut dire l'interférence d'une technologie, donc en pratique le smartphone, l'interférence du smartphone dans une relation. Vous savez, par exemple, entre adultes, vous parlez avec quelqu'un, son téléphone vibre ou sonne, il le sort et il commence à parler au téléphone et vous êtes laissé de côté. Il n'y a rien de plus agaçant, on est d'accord. Il n'y a rien de plus agaçant. Ça s'appelle même le snubbing. Snubbing, c'est de snobber quelqu'un avec le téléphone. Ou alors on est au restaurant. Alors ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup, des couples dans les restaurants qui sont sur leur téléphone. Voilà, exactement. Et donc, il a été montré que quand un adulte qui est avec son bébé utilise en même temps son smartphone, c'est-à-dire partage son attention entre son smartphone, comme si moi je sortais mon smartphone et je continue à vous parler, mais je parle aussi ou je regarde un programme sur mon smartphone. Qu'est-ce que ça a fait, ça, sur le bébé? Ça fait que l'adulte est beaucoup moins disponible. Il fait des phrases beaucoup plus courtes parce qu'il a beaucoup d'attention pris par son smartphone, et puis il a des mimiques plus pauvres parce qu'une grande partie de son émotivité est prise par son smartphone. Et du coup, il est moins disponible à son bébé, et du coup, il a été montré que ça produit chez le bébé la même chose, tenez-vous bien, ça produit la même chose que si le bébé était abandonné devant un écran. C'est-à-dire qu'il a moins d'interaction de langage, il a moins de compréhension des mimiques, et du coup, il risque de développer des troubles du langage, des troubles de la communication, un syndrome dépressif. Un syndrome dépressif? Oui. Le bébé peut devenir dépressif parce que son père ou sa mère est tout le temps sur son téléphone. Oui, sentiment d'être abandonné. Et c'est comme ça qu'on voit des enfants qui se précipitent sur le smartphone du parent aussitôt que le parent le pose quelque part. C'est pas du tout des bébés qui auraient compris que le smartphone c'est un outil formidable, comme le croit certains parents, parce qu'il a envie d'avoir cet outil merveilleux que les parents ont. Je dis toujours, si les parents rentraient dans la chambre de leur bébé en jonglant avec 3 balles, le bébé, il aurait qu'une idée, c'est d'apprendre à jongler avec 3 balles. Oui, bien sûr, ils reproduisent ce que le parent fait, en fait. Exactement. Les bébés sont des créatures d'imitation, c'est comme ça qu'ils se développent si vite. Et quand un bébé voit toujours son parent sur son smartphone, j'ai une anecdote que une mère m'a raconté ça, ils prennent l'habitude d'avoir la main sur l'oreille. Une mère m'a raconté ça. Donc,
c'était un couple et le bébé avait toujours la main droite sur l'oreille comme ça. Donc les parents avaient consulté un otorino, le bébé avait pas de tout de problème à l'oreille. L'otorino avait dit allez donc voir un psy en famille et tout. On va voir le psy en famille, c'est moi le psy. Donc voilà, les parents me racontent, on discute et il apparaît que la mère, comme le papa s'occupait pas beaucoup du bébé, elle lui avait dit écoute, va au moins le promener. Donc le père allait promener le bébé dans sa poussette, et vous savez, c'était une poussette où le bébé était face au père. Et le père qui trouvait ce moment perdu pour sa vie sociale, promenait son bébé en ayant toujours son smartphone comme ça. Et le bébé qui voyait le père avec son smartphone comme ça, faisait spontanément le même geste, et tout le temps où le père le promenait, il était comme ça. Quand il rentrait à la maison, il était comme ça. Il imitait son papa. Il avait acquis le geste d'avoir le smartphone à l'oreille, bien qu'il n'ait pas de smartphone. Et vous voyez bien après, quand une attitude comportementale est installée comme ça chez un enfant, dès qu'il va avoir un smartphone, il va pas le laisser sur la table. Bon, en tout cas, pour, on va dire, un petit peu clôturer cette thématique des écrans adolescents, enfants, s'il y avait un seul conseil que vous pourriez donner aux parents qui nous écoutent aujourd'hui, ce serait quoi ? Alors, on m'a souvent posé la question par rapport à les balises 3, 6, 9, 12. Je peux répondre très clairement. Prendre le repas du soir sans télé, ni smartphone, ni tablette, sans rien qui puisse distraire de la communication familiale. Et là aussi, il y a une étude qui montre que les enfants qui prennent le repas avec leurs parents, sans outils numériques, ont un meilleur développement du langage, un meilleur développement de la socialisation, parce que c'est un moment d'échange extrêmement valorisant pour l'enfant qui est associé aux communications familiales. Oui. Et puis en plus, si en grandissant, l'enfant est confronté à des problèmes, par exemple, de harcèlement, de violence, il sait qu'il y a un moment où il peut en parler. Parce que beaucoup d'enfants, hélas, ne savent pas à quel moment ils vont pouvoir déranger leurs parents pour pouvoir leur parler des choses qui les préoccupent. Donc voilà, prendre le repas du soir sans aucun outil numérique, en faire un moment d'échange familial. Ces moments de repas du soir en famille. Voilà. Docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer le concept du popcorn brain ? Oui, alors c'est une expression américaine qui a été créée pour désigner le fait de recevoir énormément d'informations et souvent aussi énormément d'informations contradictoires, beaucoup d'informations indécidables. Et la tentation aujourd'hui, quand on reçoit par ces outils numériques beaucoup d'informations indécidables, c'est évidemment d'essayer d'y voir plus clair. Et comment on fait pour y voir plus clair ? Eh bien, on cherche sur son smartphone, c'est-à-dire que le remède utilisé aggrave le mal. Donc, on se retrouve surstimulé. On se retrouve surstimulé avec un risque de fatigue professionnelle pour les gens qui ont une surstimulation au cours de leur travail. Donc, il y a ce qu'on appelle en France le droit à déconnexion, c'est-à-dire que des employés se sont vus reconnaître par la législation le fait d'arrêter parfois de se connecter. Il y a aussi l'invitation qui est faite aux salariés de ne plus mettre de mails en copie. Vous savez, les mails en copie à 25 personnes, alors qu'il y en a 3 qui sont véritablement intéressés par le mail que vous envoyez. Mais du coup, il y en a énormément qui reçoivent des mails et qui sont quand même tentés de les ouvrir. Beaucoup de travaux aussi sur la manière dont l'intelligence artificielle pourrait faire un traitement préalable de nos mails pour nous communiquer que ceux qui sont vraiment importants, on a une décision à prendre. Donc l'effet premier du popcorn brain, c'est vraiment la fatigue mentale, c'est ça ? Alors c'est la fatigue par surstimulation qui peut amener qui peut amener une attitude de désengagement complet. Je vais vous donner un exemple. Pendant la campagne électorale américaine, celle où a été élu Donald Trump, il y a eu plus que jamais aux États-Unis, beaucoup d'informations fabriquées par l'intelligence artificielle qui avaient pour effet de polariser les gens, c'est-à-dire de les faire basculer du tout pour, du tout contre, du côté tout pour, tout contre. Et souvent, les gens recevaient les informations tout pour et les informations tout contre en même temps. Et ça a eu pour effet qu'un certain nombre de jeunes qui ne savaient plus quelle valeur accorder aux informations reçues ont décidé de se déconnecter complètement de l'information. Ils sont devenus ce qu'on appelle des news avoiders, c'est-à-dire des gens qui ont horreur de l'information et qui vivent maintenant coupés de l'information. C'est évidemment ce qu'il faut éviter à tout prix. C'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que dans les entreprises, puis dans nos vies personnelles, eh bien, nous nous tenions à l'écart de ce danger. Ça veut dire, par exemple, refuser l'information en continu, qui est extrêmement consommatrice d'émotions,
et qui est très peu contextualisé, qui fait très peu appel à la compréhension des situations. Donc se tenir à l'écart de l'information continue, mais aussi, encore une fois, consommer nos outils, nos réseaux sociaux à petite dose, enfin sur des périodes de temps limitées pour éviter cette situation. Et D'accord. puis apprendre à avoir des moments sans écran, pour ceux qui ont la chance de pouvoir se promener dans des espaces verts, ça fait toujours beaucoup de bien, mais bon, tout le monde n'a pas un espace vert à côté de chez lui. Pourquoi notre cerveau devient-il accro aux contenus courts? Vous savez, les contenus qu'on retrouve beaucoup sur les réseaux sociaux, je pense aux réels sur Instagram, TikTok, les shorts sur YouTube. Que se passe-t-il concrètement sur le plan neurologique? Ces contenus courts nous obligent chaque fois à prendre une décision. Ça peut être de l'envoyer à des amis ou pas, de la stocker ou pas, de l'accompagner d'un like, par exemple, voilà. Et donc, du coup, cette stimulation fait qu'on a le sentiment d'être constamment mobilisé dans notre capacité de décision. Alors qu'en fait, notre capacité de décision, elle est complètement téléguidée, elle est complètement manipulée. Mais c'est ce sentiment d'être maître de quelque chose. Vous savez, beaucoup de gens ont l'impression que dans leur vie, ils sont maîtres de rien. Ils contrôlent pas le réchauffement climatique, ils contrôlent pas l'éducation de leurs enfants, ils n'y arrivent pas, ils contrôlent pas leur salaire, ils contrôlent pas leur vie professionnelle. Et donc, du coup, cette idée très exaltante que ces toutes petites actions vous donnent le sentiment de reprendre la main sur votre vie. Et en plus, ça vous permet d'échapper à tous les problèmes quotidiens que chacun peut avoir autour de la manière de la gestion financière de son quotidien, la gestion affective, enfin toutes ces difficultés dans lesquelles l'être humain s'est toujours débattu et pour lesquelles aujourd'hui, il y a un formidable échappatoire. Ce que j'appelle une potion d'oubli. Voilà, toutes ces petites stimulations rapides dans lesquelles prendre des décisions rapides fonctionnent comme une sorte de potion d'oubli. Est-ce que ça peut créer justement une fatigue décisionnelle? C'est-à-dire que le cerveau n'est plus en capacité de prendre des décisions ultra importantes pour la vie? On les laisse de côté. Les gens laissent des décisions importantes de côté et ils ont l'impression qu'ils sont toujours occupés à quelque chose alors qu'en fait ils ne font rien du tout. Et c'est ça C'est une illusion. C'est une illusion complète, l'illusion d'être toujours occupé. J'ai quelque chose à faire, ne me dérangez pas. Il faut que je regarde toutes ces petites vidéos, voilà. Mais c'est l'illusion complète d'être en permanence occupé à prendre des décisions, à gérer quelque chose, mais c'est du vent, ça n'a pas de sens. Et c'est en ce sens-là que c'est extrêmement dangereux. Et ça peut en effet créer aussi le sentiment que les décisions importantes sont ingérables. Et du coup, il vaut mieux se réfugier dans ces petites micro-décisions. L'être humain a besoin de se sentir agent de sa propre vie. Et vous voyez, ça crée un substitut, ça crée l'illusion d'être agent de sa propre vie. Cette idée que il y a toujours quelque chose à faire. Vous n'êtes jamais seul d'une certaine façon. Vous êtes toujours pris à une activité avec le sentiment que d'autres peuvent l'avoir aussi, puisqu'après, si vous trouvez dans le défilement des vidéos une vidéo amusante, vous pouvez l'envoyer aux copains. Donc du coup, vous voyez, ça vous crée une illusion aussi d'une bonne socialisation, mais une socialisation réduite à s'envoyer des vidéos. Mais c'est super important parce qu'en fait, ça veut dire que ça réduit notre capacité à prendre des décisions. On peut imaginer que dans quelques années, on est des adultes incapables de prendre des décisions importantes dans leur vie. Oui, alors il y a d'ailleurs, je crois, si j'ai bien compris, un feuilleton qui a beaucoup de succès dans ce sens-là, qui s'appelle Bref. Les gens n'arrivent pas à se décider. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Oui, bien sûr, oui. Tout le monde connaît Bref, j'imagine. C'est pas quelque chose que je regarde à titre personnel, pour être honnête, mais je connais le concept. Voilà, et les gens n'arrivent pas à se décider. Et ça a toujours été compliqué de se décider, mais c'est vrai qu'une génération qui est invitée à se détourner des décisions importantes pour se satisfaire d'une illusion de décision risque de se détourner encore plus de la capacité de prendre des décisions importantes et risque d'ailleurs de se retourner de plus en plus vers des personnalités politiques en leur demandant de décider à leur place. Il faut bien comprendre que les partis populistes aussi surfent sur l'idée qu'ils vont prendre les grandes décisions à notre place. Donnez-moi les pleins pouvoirs et vous verrez tout ce que je vais faire. C'est pas seulement Trump, on en a aussi des échos en Europe. Et donc vous voyez cette idée que plus les gens
s'abrutissent dans des petites décisions ponctuelles sans importance, plus en effet, vous avez raison, ils s'éloignent de prendre des décisions importantes dans leur vie, mais plus ça peut avoir aussi des conséquences politiques, dans le fait que des personnalités populistes leur disent, c'est trop compliqué pour vous, vous avez bien compris, messieurs, mesdames, je vais décider à votre place. Alors docteur, j'aimerais que vous me parliez du terrier de lapin, un Oui. concept que je trouve hyper intéressant. Oui, alors ça s'appelle aussi chambre d'écho. C'est l'idée que on s'enferme soi-même dans une sorte de bulle, voilà, dans laquelle on ne reçoit plus que des informations qui confortent notre représentation du monde. Si comme le lapin dans son terrier, il ne voit plus le monde, mais il en reçoit des informations, et ces informations vont toutes dans le même sens pour lui faire imaginer le monde d'une certaine façon. Et ce phénomène se produit où et quand ? Sur les réseaux sociaux, de plus en plus, à cause des algorithmes nouveaux qui ont aujourd'hui le pouvoir de répartir les utilisateurs par centre d'intérêt partagé. Il y a eu des expériences remarquables qui ont été faites. Je vous en cite une, c'est 3 personnes. Il y en a une qui va, sur les réseaux sociaux, marquer d'abord un intérêt pour l'extrême droite. Donc c'est des volontaires, hein. Enfin je veux dire c'est des chercheurs. Voilà. Donc par exemple renvoyer des posts Marine Le Pen en disant elle est formidable. Vous en avez un autre qui va faire la même chose pour Macron, puis vous en avez un troisième qui va faire la même chose pour LFI. Eh bien au bout de quelques semaines, chacune de ces 3 personnes ne va recevoir que des informations qui vont dans le sens de ses préférences. Et donc, c'est ce qu'on appelait d'abord la chambre d'écho, c'est-à-dire les gens qui sont ainsi enfermés finissent par croire que, comme beaucoup de gens leur disent « Ouais, t'as raison, c'est formidable, Marine Le Pen, elle est formidable, ou bien Macron, il est formidable, etc. » Comme ces gens ne reçoivent que des informations générées par des utilisateurs enfermés dans le même terrier que vous, ou bien alors générées par des algorithmes, pas générés par des robots, chacun finit par croire que le monde entier, ou tout au moins une grande majorité de gens, pensent comme lui. Alors déjà, ça vous restreint dans votre compréhension de la diversité possible des opinions, mais il y a pire, c'est que à force, vous finissez par penser que ceux qui ne pensent pas comme vous, soit ils sont malhonnêtes, soit ils sont idiots, soit ils sont méchants. Et donc, vous commencez par les attaquer. Vous avez rien compris, vous êtes bête, vous êtes idiot, vous êtes vraiment méchant, voilà. Et du coup, c'est des messages de haine qui vont sortir du terrier, qui vont sortir et qui vont s'adresser à d'autres communautés. Et c'est comme ça que les diverses communautés sont montées les unes contre les autres. Il faut bien comprendre que la logique des réseaux sociaux, c'est de créer du clivage, de créer de la tension, de créer des affrontements. Et pour ça, tous les moyens sont bons, parce que l'affrontement augmente le trafic. Ce qu'on appelle le trafic, c'est la quantité d'informations échangées. Quand vous trouvez des ennemis, vous passez votre temps à les attaquer. Et quand vous avez des amis, vous passez votre temps à échanger avec eux des informations éventuellement anodines, comme une recette de cuisine que vous aimez, l'endroit où vous passez vos vacances, parce que vous pensez que ce sont des amis. Donc vous pouvez leur communiquer ces informations. Et tout ça augmente le trafic. Et comme vous savez, les plateformes font leur fortune de toutes les informations apparemment anodines que vous mettez, mais qui sont très importantes sur les plateformes augmentent le trafic en clivant. Donc attention au terrier de lapin, parce que non seulement on est conforté dans nos propres idées, mais en plus on perd sa capacité à accepter, à recevoir des idées contradictoires et même plutôt sur le long terme, peut-être même avoir des conversations avec des personnes qui ne sont pas du tout d'accord avec nous, Exactement. Qui ont des opinions différentes. Exactement. On perd une capacité qui est quand même le fondement de la démocratie, qui est de se rendre accessible au point de vue d'autrui et de débattre avec autrui. Et de débattre. Il n'y a plus de débat. Sur Internet, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de débat. Il n'y a que des guerres, il n'y a que des affrontements, ce que certains Américains appellent des flame wars, c'est-à-dire des guerres flamboyantes. Le but, c'est plus d'échanger des arguments, c'est de terrasser l'adversaire. Et ça, c'est le début c'est le début de la guerre civile psychique. Mais la guerre civile psychique, elle peut annoncer aussi une guerre civile réelle.
Alors il y a un phénomène aussi que j'ai moi-même constaté, c'est le développement des récompenses. Donc les récompenses qu'on peut trouver notamment sur des lives TikTok par exemple, ou même sur Twitch, où vous pouvez offrir une petite récompense qui va de quelques centimes Mmh. à plusieurs dizaines d'euros. Donc ça va être des petites fleurs, des Mmh. petits emojis, des choses très cute, très mignonnes à envoyer. Donc ça donne envie, hein, Mmh. c'est coloré, c'est Mmh. flamboyant. Mmh. Et j'aimerais savoir quel impact ça a, ça concrètement, sur notre comportement. Oui, alors on rejoint ce qu'on évoquait tout à l'heure, hein, c'est cette sensibilité qu'a l'être humain, d'abord à la communication, communiquer avec d'autres, et puis au fait de pouvoir apporter quelque chose. On est très content de pouvoir apporter quelque chose aux autres. Vous savez, tous les gens qui photographient ce qu'ils sont en train de manger au restaurant et qu'ils mettent sur les réseaux sociaux, c'est avec l'idée que ils vont faire éviter le restaurant s'il est mauvais, ou faire venir des clients au restaurant s'il est bon. Donc l'être humain est très attaché à l'idée d'avoir le sentiment de se rendre utile. Vous voyez aussi Et c'est pas le aussi un petit peu se montrer? Regardez où je mange, regardez ce que je fais. oui, se montrer, mais aussi se rendre utile. C'est le système Waze. Ma petite expérience, il y a un motard ici, oui, non. Ma Mmh. petite expérience minuscule peut être utile à d'autres. Et Mmh. donc, Je vais rendre service. voilà, rendre service. Et donc, ça existe, ça, depuis l'origine des réseaux sociaux. Mais ce que vous êtes en train de décrire, c'est une manière dont cette règle, qui était au départ positive, est pervertie. C'est-à-dire, on n'échange plus des informations utiles, du genre, le radar est ici, voilà, ou ce restaurant est bon, voilà, ou je vous convie à tel festival parce que j'y suis allé l'an dernier, il est formidable. C'est plus des informations authentiques qui émanent des gens, c'est des illusions. C'est des petites fleurs, comme vous dites, c'est des emojis, c'est des petites boîtes qui semblent indiquer un cadeau, puis quand on l'ouvre, ça fait plouf. Et vous, docteur, vous parlez notamment du biais d'aversion à la perte. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, il y a eu beaucoup de travaux sur les jeux vidéo, bon, qui montrent que la désensibilisation à la violence joue un rôle moins important que ce qu'on l'avait cru par le passé. Mais comme sur les réseaux sociaux, il y a dans les jeux vidéo aujourd'hui énormément d'algorithmes qui influencent les comportements, toujours pour que les joueurs restent toujours plus longtemps, apportent toujours plus de données personnelles, achètent toujours plus d'objets réels ou virtuels. Et en effet, parmi ces biais cognitifs exploités, il y a l'aversion à la perte. Alors l'aversion à la perte, c'est quoi? C'est que dans les jeux qu'on appelle free-to-play, vous savez, sur Internet, gratuit pour jouer, vous pouvez commencer à jouer sans abonnement, sans acheter le jeu, c'est gratuit. Vous commencez à jouer, et puis vous vous apercevez qu'il y a des joueurs, par exemple si vous jouez à un jeu moyenâgeux, il y a des joueurs qui ont des armures plus jolies que la vôtre. Vous avez l'armure basique, voilà. Il y en a qui ont des jolies armures, des belles armes. Alors, vous vous informez et vous découvrez qu'il faut les acheter. Alors c'est pas cher, hein, 2, 3, 4 euros, voilà. Ou alors acheter la possibilité d'une posture, bouger d'une certaine manière, vous l'achetez. Une Et arme plus performante, alors les armes, on peut acheter des armes plus jolies, mais on plus peut pas jolie. acheter des armes plus performantes Donc parce que ça serait l'esthétique a beaucoup de à place. l'esthétique, oui, c'est ce qu'on appelle la cosmétique, les achats cosmétiques. On peut s'acheter une apparence aussi, un visage, mais pas des armes, parce que ça serait quand même trop scandaleux que les riches aient des bonnes armes et les pauvres des mauvaises armes. N'est-ce pas? Donc on peut acheter l'apparence, mais pas l'efficacité de l'arme. Et donc vous mettez quelques euros, et des chercheurs ont montré que ça c'est très important, parce que pour le cerveau, si vous mettez quelques euros, peu importe la somme, vous avez mis quelque chose. Or, il faut bien comprendre que les jeux free-to-play, il y en a des centaines, pour ne pas dire des milliers sur Internet. Tout le problème des fabricants de ces jeux, c'est de fidéliser les gens. Et donc, pour les fidéliser, il faut très vite les inviter à mettre 2, 3 euros, 5 euros, 10 euros, parce qu'aussitôt que cette somme est mise, eh bien, même si la somme est petite, les gens ont beaucoup de difficultés à quitter les jeux parce qu'ils ont mis quelque chose et que s'ils quittent le jeu, ils ont perdu quelque chose. Alors, c'est pas les quelques euros qui résonnent dans leur cerveau, c'est la perte, l'aversion à la perte. Voyez, c'est pour ça que D'accord. je conseille toujours aux parents qui ont des enfants qui jouent à des jeux free-to-play de jamais permettre à leurs enfants d'acheter quelque chose dans ces jeux. Mmh. Pas parce qu'ils perdraient quelques euros, mais parce que ça va les empêcher d'aller voir d'autres jeux. Et ça va les scotcher à ce jeu-là. Et donc du coup, il faut les rendre libres d'aller voir d'autres jeux, même peut-être de leur dire, écoute, ça fait beaucoup de temps que tu joues à ce jeu, est-ce que tes copains y jouent tout le temps? Peut-être tu as des copains qui jouent à un autre jeu. Vous voyez, toujours explorer de la nouveauté. C'est quand même ça qui enrichit la personnalité. Donc dépenser de l'argent, même si c'est de toutes petites sommes, pousse
à rester beaucoup plus longtemps sur la plateforme. C'est Pousse quand à ne même pas la quitter. incroyable. Oui, pousse à ne pas la C'est même quitter. vicieux, j'ai envie de dire. C'est des biais cognitifs. Les biais cognitifs, ça obéit aucune logique. Mais le cerveau ne fonctionne pas en numéraire, il fonctionne en plus ou moins. Vous avez mis quelque chose, voilà, aversion à la perte. Alors, il y a beaucoup de travaux sur les biais cognitifs, mais ils ne sont pas désintéressés, puisque tous ces travaux sont largement exploités par les fabricants de jeux vidéo. Seuls les joueurs qui ont conscience des biais cognitifs vont pouvoir échapper aux biais cognitifs. Le cerveau, c'est une machine en perpétuelle évolution. Est-ce que le fait de ne plus pratiquer certaines activités au profit des écrans peut nous faire désapprendre des choses très simples, voire fondamentales pour l'être humain? Oui, alors vous avez tout à fait raison, c'est aujourd'hui un gros problème qui se pose avec l'intelligence artificielle. Vous savez, ceux qui ont essayé GPT savent bien que il répond à beaucoup de questions très bien, et d'ailleurs beaucoup d'enseignants ont changé leur façon de travailler parce que beaucoup d'enseignants se sont aperçus que les devoirs faits à la maison, ils sont faits par ChatGPT. Donc beaucoup d'enseignants maintenant font préparer les travaux, apprendre les leçons à la maison et faire réaliser les travaux en classe, sur table, voilà, sans accès à GPT. Donc, le risque, en effet, est de désapprendre. Et vous voyez, quel est le pare-feu? Parce que moi, vous avez compris, ce qui me préoccupe, c'est de construire des pare-feux. On ne peut pas empêcher que les gens utilisent leur smartphone, les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle, mais il faut faire en sorte qu'ils soient bien informés sur les conséquences et qu'on ait la possibilité de leur proposer des moyens de se protéger des risques les plus graves. Alors, aujourd'hui, il y a toute une catégorie de la population, jeune ou âgée, peu importe, qui fait peu confiance à son opinion personnelle. Beaucoup de gens se font peu confiance, ils ont peu confiance en eux. Et évidemment, c'est des personnes très vulnérables au fait que si on leur pose une question, ou s'ils se posent une question, ils vont tout de suite aller chercher la réponse sur une base d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut, c'est d'abord trouver sa propre réponse, la proposer, pourquoi pas l'intelligence artificielle, dans ce voilà, je me pose cette question, j'ai trouvé cette réponse. Mais du moins se forcer à avoir cette réflexion. Se forcer à construire sa propre réponse aux questions qu'on se pose. À ce moment-là, si on a envie d'utiliser l'IA, on propose la question et la réponse qu'on s'est trouvée à l'IA, et puis l'IA va nous permettre d'enrichir notre réponse, peut-être de nous apporter des arguments pour, des arguments contre, et on dialogue avec l'IA pour essayer d'enrichir notre point de vue qu'on a commencé à formuler. Et c'est ce travail qu'il faut faire avec les élèves. Et vous savez, la France est très handicapée par rapport à d'autres pays sur le plan de la confiance en soi des élèves. La confiance en soi des élèves français est très basse. Et si on veut lutter contre les illusions, contre les vertiges de l'intelligence artificielle, il faut commencer par travailler la confiance en eux-mêmes des élèves. Ah d'accord, donc le point de départ, c'est travailler la confiance en soi à l'école. Travailler la confiance en soi à l'école, faire une éducation à l'IA, bien évidemment, faire une éducation numérique, bien évidemment, mais aussi faire en sorte que l'institution scolaire soit beaucoup plus encourageante pour les élèves qu'elle ne l'est actuellement. Et ça veut dire peut-être penser le système de notation autrement, penser aussi la valorisation sur des activités extrascolaires différemment de ce que c'est aujourd'hui, parce que beaucoup d'enfants qui se sentent pas très valorisés à l'école développent des activités extrascolaires par lesquelles ils se sentent valorisés, mais ces activités sont complètement ignorées par l'institution scolaire. Donc en tout cas, pour éviter de créer une génération qui va chercher tout de suite les réponses sur l'IA, il faut travailler, faire en sorte que cette génération développe la confiance en soi, une confiance en soi suffisamment forte et une confiance dans le groupe. Parce qu'il y a des réponses qu'on ne peut pas trouver seul, mais qu'on peut trouver en parlant avec des copains. Ça devient fondamental aujourd'hui, on est d'accord. Voilà, c'est-à-dire encourager les enfants à travailler plus ensemble et encourager les adultes dans les entreprises à faire des groupes de confrontation d'expériences qu'ils ont avec les IA et des groupes d'entraide, parce qu'il y en a toujours qui en savent un peu plus, qui peuvent informer ceux qui en savent un peu moins. Même chose pour les parents. On a dit tout à l'heure, il n'y a pas de personnes ressources. Oui, mais si vous réunissez les parents d'élèves de 4 classes, je suis sûr que parmi ces parents d'élèves, il y aura 1 ou 2 informaticiens, 1 ou 2 pédagogues qui pourront expliquer aux autres parents des choses que les autres parents ignorent. Donc vous voyez, face aujourd'hui à la complexité du numérique et de l'IA, on est tous dans la jungle. On n'a pas de carte pour nous indiquer les chemins. Mais dans la jungle, qu'est-ce qu'on fait ? On n'a pas de carte, mais on cherche un autre humain, quelqu'un qui peut-être a exploré un peu mieux que soi, ou nous on connaît un peu le chemin à droite, peut-être l'autre il a exploré le chemin un peu à gauche. Vous prenez l'image de la jungle, c'est intéressant. Pour vous, c'est qui le roi de la jungle aujourd'hui ? Le roi de la jungle, c'est les GAFAM. Ils veulent tous être le roi de la montagne ou le roi de la jungle. Il faut bien comprendre que l'IA comme ChatGPT, elle est programmée
pour ne jamais mettre fin à la conversation. C'est-à-dire, dès qu'elle vous répond, en général, elle vous met sur la piste en vous disant « Mais est-ce que tu veux aussi que je t'informe sur ceci? Est-ce que tu veux que je fasse cela ?» reformule Voilà. ça? Parce que la logique est la même que celle des algorithmes des réseaux sociaux. C'est faire en sorte que les utilisateurs restent toujours connectés toujours plus longtemps pour apporter toujours plus de données personnelles. Alors aujourd'hui, elles ne sont pas encore thésaurisées, mais très bientôt, elles le seront. Très bientôt, vous aurez un GPT-5 payant qui n'exploite pas vos données personnelles, un GPT-3 gratuit ou GPT-4 gratuit qui exploite vos données personnelles parce qu'il faut bien que l'entreprise rentre dans ses frais. Quel impact ça pourrait avoir, ça, sur notre mémoire, à long terme? Alors, notre mémoire déjà, on a appris à l'utiliser moins. Avec les smartphones, on a accès à beaucoup de choses, on ne mémorise plus les codes des portes d'entrée, les adresses des gens, Les leurs numéros de numéros de téléphone? Voilà. Donc notre mémoire déjà, on l'utilise moins. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité d'utiliser celle qu'on économise. C'est-à-dire, avec toutes ces informations qu'on thésaurise dans nos smartphones, on libère de la mémoire. Vous savez, la mémoire, c'est un petit peu comme le grenier de ma grand-mère. À un moment, s'il est plein, on peut continuer à mettre des choses que si on en enlève. Donc aujourd'hui, le smartphone, il nous a libéré du temps de la mémoire, mais le problème, c'est à quoi on va l'utiliser. Ah, donc le smartphone a libéré de Il la a libéré mémoire. de la mémoire, parce qu'on a mis de la mémoire dans le smartphone, on a mis beaucoup d'informations qu'on n'a plus besoin de mémoriser dans notre smartphone, et du coup, ça a libéré de la mémoire. Le problème, c'est que cette mémoire libérée, qu'est-ce qu'elle devient? Vous savez, c'était l'histoire des Pokémon. Ça, beaucoup d'enseignants et de parents s'en souviennent. Beaucoup d'enseignants et de parents ont été sidérés de voir que les enfants n'arrivaient pas à mémoriser 6 régions de France ou 8 généraux importants de l'Empire, alors qu'ils mémorisaient 200 Pokémon avec toutes leurs caractéristiques. C'est vrai. Donc ça prouve que c'est pas la mémoire qui est en cause, c'est la motivation, le désir qu'on a de mémoriser certaines choses parce que on peut les monnayer entre guillemets, on peut échanger avec l'enfant qui connaissait bien 200 Pokémon, c'était une ressource pour ses copains. Donc pour vous, la mémoire, elle n'est pas impactée? La mémoire, si, il y en a qui est libérée, mais justement, le problème, c'est de savoir à quoi on l'utilise. Et le problème des outils numériques, c'est qu'ils accaparent cette mémoire qui est libérée à leur service. D'accord. C'est ça le problème. D'accord, je comprends. D'un côté, ils nous libèrent de la mémoire, mais d'un autre côté, ils la récupèrent. Ouais. Si vous voulez, c'est pour ça que les outils numériques, parfois, on dit, ben oui, ils nous font gagner du temps, ils nous permettent de mieux contrôler nos vies. Par exemple, sur vos smartphones, vous avez le nombre de pas que vous avez fait par jour, votre état cardiovasculaire, votre alimentation, même votre rythme sexuel, si vous avez envie de rentrer. Donc, vous vous dites, ah ben, mon smartphone, il me permet de mieux gérer mon temps, de mieux gérer ma santé. C'est le contraire. C'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, il vous impose des règles. Il vous impose des règles contraignantes dont vous croyez qu'il vous rend plus libre. En fait, non. Il vous aliène, enfin, il vous contraint beaucoup plus à votre insu que ce que vous l'étiez auparavant. Quand vous aviez à décider tout seul, bon, ben, si vous aviez envie de savoir ce que vous mangiez, vous pesiez, vous achetiez une balance, vous pesez, etc. Aujourd'hui, votre smartphone répond pour vous en fonction de critères que vous connaissez pas. Le grand problème aujourd'hui de tous les conseils que nous donnent les smartphones, l'intelligence artificielle, c'est que c'est des conseils qui sont fabriqués par des gens de la Silicon Valley, globalement, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas notre culture, qui n'ont pas nos centres d'intérêt, des gens dont on ne connaît rien, et des gens dont on aurait tort de penser qu'ils sont bien intentionnés à notre égard. Le seul problème de ces algorithmes, c'est d'augmenter le profit des actionnaires, c'est pas de faire le bien de l'humanité. Et hélas, ils se présentent, ces algorithmes, comme s'ils faisaient le bien de l'humanité. Donc quand ils nous libèrent du temps de cerveau, c'est en fait pour le reprendre dans la publicité. Regardez, aujourd'hui, vous gagnez du temps quand vous allez sur Internet, vous avez plein de petites fenêtres pop-up qui vous clignotent un peu partout pour vous encourager à acheter telle ou telle connerie. Oui, de toute façon, c'est sans arrêt, on est toujours surstimulé, toujours... Oui, donc d'un côté, vous économisez quelque chose, mais de l'autre côté, c'est largement récupéré à son profit par les plateformes. Avec tout ce que vous nous avez dit, docteur, comment peut-on évaluer soi-même si notre usage est encore sain ou s'il commence justement à nous nuire? Quels sont en fait les signaux concrets qui montrent qu'on a franchi une limite dans notre rapport aux écrans?
Je crois, le premier critère, c'est le sommeil. On n'en a pas parlé encore. Le sommeil. Mais vous savez, la grande victime des écrans, la victime sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est le sommeil. Le temps de sommeil baisse pour les enfants, pour les adultes. Or, moins de sommeil en qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire moins de disponibilité aux apprentissages, capacité d'attention moindre. Et puis ça veut dire aussi souvent une humeur un peu moins disponible. On accepte moins la contradiction quand on a très mal dormi. Et puis ça veut dire aussi des troubles alimentaires, la tendance à grignoter tout le temps, voilà, à manger plus de sucre, etc. Donc les troubles Le du sommeil. le sommeil. C'est-à-dire il faudrait que chacun s'impose d'avoir ses 8 heures de sommeil, allez, si c'est 7h30 autre, mais pas 6 heures, quoi. 6 heures de sommeil, c'est très handicapant. Et même si on s'en rend pas compte, mais forcément on n'est pas le même. Donc protéger le sommeil, première chose, le sommeil, c'est un capital. Écoutez, moi je suis quelqu'un qui dort bien, mais j'ai constaté que lorsque je suis trop sur les écrans, vraiment, j'ai un manque de concentration énorme. Oui. Je n'arrive plus à rester concentrée sur une tâche. Oui. Et là, pour moi, c'est une alerte. Je me Oui. dis, là Oui. j'ai été beaucoup trop longtemps sur les écrans, faut que je me ressaisisse. À mon avis, il faudrait que nous n'allions jamais sur un écran sans nous fixer une durée. C'est-à-dire une durée en sachant que, en principe, au bout de 2 heures, même un peu avant, c'est bien de quitter l'écran pour regarder dehors par la fenêtre, Faire de une manière pause. à ce que les yeux puissent accommoder à nouveau à l'infini, parce que sur l'écran, on accommode. Vous savez, l'écran, c'est très perturbant parce que ce que vous voyez, c'est près, mais en même temps, si c'est un paysage, un film, c'est loin, c'est près et loin à la fois. Donc voilà, regardez du vrai loin, du vrai près, du vrai loin, voilà. Donc ne jamais aller sur un écran sans se fixer le temps pendant lequel on ira, et puis ne jamais n'aller sur un écran sans se fixer qu'est-ce qu'on va y faire. C'est ne pas ouvrir la télé parce qu'on se sent un peu seul, mais décider que puisqu'on se sent seul, on va regarder un programme et que peut-être on aura ensuite la possibilité d'en parler avec des amis parce qu'ils l'ont regardé, voilà. Mais on va pas non plus regarder tous les derniers épisodes de Netflix de saison 3, on peut en regarder qu'une partie Se mettre une limite. parce que le sommeil, c'est quand même important, voilà. Donc vous voyez, le sommeil, ne jamais aller sur un écran sans savoir combien de temps et pourquoi faire, déjà, c'est bien. Mais justement, quelle est la bonne durée quotidienne selon vous pour un adulte? Alors, d'après l'Académie américaine de pédiatrie, ça serait 2 heures d'écran distractif maximum par jour. Mais il faut bien comprendre que beaucoup de gens ont beaucoup d'écrans professionnels, en effet, toute la journée. Et puis, il faut bien comprendre aussi que pour les enfants, les ados, même pour les adultes, il y a des programmes qui sont à la fois distractifs et éducatifs. Beaucoup de programmes animaliers pour les enfants sont distractifs et éducatifs. D'ailleurs, si vous mettez un enfant dans un programme éducatif qui n'est pas distractif, très vite, il va dire que ça l'intéresse pas. Donc on dépasse largement les 2 heures quotidiennes. Alors, on les dépasse plus ou moins, mais il faudrait essayer de pas trop les dépasser. Mais de toute façon aussi, les journées sont pas infinies. Donc, le problème, c'est que si dans les transports en commun que vous êtes obligé de prendre, vous utilisez les outils numériques, après vous regardez la télé, bon, c'est facilement dépassé les 2 heures. Mais vous savez, les durées qui sont données sont des durées indicatives. C'est pas des durées, c'est comme les 9000 pas, c'est-à-dire que, ou les 10 000 pas, c'est-à-dire que rares sont ceux qui les font. Mais ça vous donne un idéal que vous n'atteindrez probablement jamais, mais qui vous rappelle que ça serait bien d'essayer d'y tendre. Voilà. En tout cas, ces 2 heures, ce sont des 2 heures distractifs. Distractifs. Ouais. Oui, parce que beaucoup de gens passent 7, 8 heures sur des écrans professionnels. J'aimerais beaucoup vous poser la question de la digital detox. Vous en pensez quoi, vous? Beaucoup de mal. Digital detox, souvent, c'est une expression qui est utilisée par des entreprises qui proposent à des gens des stages, des séjours de quelques jours à une semaine, pendant lesquels les gens sont occupés à des tas d'activités, faire du yoga, de la marche en montagne, préparer eux-mêmes leur nourriture, avoir des conseils de diététique, etc., de remise en forme. Et donc, tout ça fait beaucoup de bien, évidemment, aux gens qui ont l'argent pour payer ces stages. Le problème, c'est que quand ils reviennent à leur vie quotidienne, ils retrouvent exactement la même pression et ils renouent exactement avec les mêmes attitudes. Si vous voulez, il faut bien comprendre que ce que nous faisons, c'est lié aussi à ce que fait notre environnement. Donc, pendant le séjour détox, c'est comme ces familles dont je vous parlais tout à l'heure, quand j'allais dans des camps de vacances il y a 40 ans,
Elles ne regardent pas la télé pendant les camps de vacances, mais dès que ces familles sont rentrées à la maison, elles regardent à nouveau la télé. Donc c'est pour ça que je préfère de beaucoup la détox liée à des règles familiales, c'est-à-dire, on l'a dit tout à l'heure, Sur la durée. pas d'outils numériques en famille pendant les moments pris ensemble, des activités partagées sans outils numériques, comme des jeux de société, des activités sportives, les smartphones restent à la maison. Plus on met son smartphone loin, moins on a la charge mentale du smartphone. Ça a beaucoup d'études là-dessus. Ouais, vous le c'est mettez à vrai. côté de vous, vous continuez à y penser. Vous le mettez dans la pièce à côté, vous n'y pensez plus. C'est vrai. Voilà. Donc, beaucoup d'activités familiales qui amène à laisser le smartphone de côté. Pas de smartphone dans les chambres la nuit, jamais. S'acheter un réveil, parce que les parents peuvent dire, ben nous on met nos smartphones pour se réveiller, et l'ado va dire, ben moi aussi je mets mon smartphone pour me réveiller. Le problème c'est que s'il a un copain qui l'appelle à 2 heures du matin, ou que peut-être il a envie de regarder une série sans que ses parents le sachent à 1 heure, eh ben il va le faire aussi. Donc pas de smartphone dans les Pas chambres de la nuit. smartphone dans les chambres. Voilà, pas de smartphone dans les chambres, pas de smartphone pendant les activités qu'on a ensemble, voilà, et créer aussi ce genre de règles dans les entreprises. Enfin, tout au moins pour les employés. Je me souviens d'un groupe de jeunes qui m'avait dit un truc que j'ai trouvé formidable. Ils m'avaient dit, voilà, nous, on va déjeuner ensemble au resto, à la pause du déjeuner, et on met nos smartphones tous sur la table sur un vibreur, et puis évidemment il y en a qui vibrent, et le premier qui répond paye l'addition. Ah, J'ai trouvé ça très astucieux. c'est Oui, vrai, c'est une bonne technique ça. c'est des règles groupales. Le problème de la détox, c'est que c'est une parenthèse beaucoup trop éloignée des contraintes de votre vie quotidienne. Ok, Ce qu'il faut, c'est ok, je se comprends. fixer une hygiène de vie, une écologie de l'esprit, on pourrait dire, une écologie de l'esprit par rapport aux outils numériques, qui soit partagée avec notre famille, avec des collègues de travail, si on travaille avec d'autres, de manière à ce que la règle que l'un oublie, l'autre puisse la lui rappeler. C'est ça l'idée, parce que il faut se rendre compte que les algorithmes ont une puissance extraordinaire, et tout seul, on ne peut pas lutter contre eux. Donc il faut établir des règles communes, et si quelqu'un oublie, un autre le lui rappelle. D'accord, je comprends mieux en tout cas votre Voilà, approche sur la digital voilà. detox, parce que moi je vous avoue que c'est quelque chose que j'aime faire, couper de tout, partir 1 semaine, 2 semaines, ne pas prendre mon ordinateur, mettre Oui. mon téléphone en mode avion ou ne pas déranger, et je trouve que ça me fait un bien fou, parce qu'effectivement on a beaucoup plus de temps pour faire les activités, les loisirs Oui. qu'on aime. Simplement, vous avez raison sur une chose, c'est que quand on revient, alors les premiers jours on a adopté les bonnes habitudes, Oui, et puis après mais bien les sûr. choses reprennent leur vie, et finalement, c'est vrai, on retombe dans nos travers. Donc, l'idéal, ce serait d'avoir une vraie hygiène de vie sur la durée. Oui, et puis vous pouvez faire de la digital detox en famille, quand vous partez en vacances pendant 15 jours. Mais ce qui me gêne dans la digital detox, c'est l'idée que si on fait ça, on va apprendre à se passer des outils numériques dans la vie quotidienne. Elle est basée, si vous Oui. voulez, le discours des entreprises qui font de la digital detox, c'est un mensonge. C'est pas parce qu'on s'en passe pendant cette semaine-là qu'on va apprendre à s'en passer tout le reste du temps. Alors, quand je dis que j'en passe beaucoup de mal, je veux pas dire que ce qui se passe pendant la semaine de digital detox est négatif. Je comprends la nuance. C'est très bien. Oui, oui. C'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que vendre de la digital detox en disant apprenez à prendre du recul sur vos outils numériques, ça c'est du mensonge. Parce que dès que vous revenez dans votre milieu familial, votre milieu professionnel, votre milieu amical, si tout le monde est sur son smartphone, au bout de 2 jours, vous avez craqué. Faites comme les autres. Le concept de la digital detox est devenu un business, en fait. Ah ben c'est un business total. Un business basé sur un mensonge, c'est que une situation exceptionnelle peut influencer votre vie quotidienne. Non, c'est dans la vie quotidienne que les pare-feux, que les garde-fous doivent être créés collectivement. C'est vrai. Alors, docteur Tisseron, on a abordé beaucoup de sujets durant Oui. cet entretien. On a parlé de sujets autour des écrans, Oui. du cerveau, des relations humaines. S'il y avait une seule chose à retenir de cet entretien, la chose la plus importante selon vous, ça serait quoi? Ben, ça serait que tout seul, on est dépassé. Je vous parlais de la jungle, puis je vous parlais de la puissance des algorithmes, la puissance de l'IA maintenant. Et donc le seul moyen d'arriver à sauvegarder nos capacités de penser, puis quand même aussi à sauvegarder la démocratie, qui est très menacée par tout ça, c'est de faire groupe, de réapprendre la groupalité, c'est-à-dire de faire des groupes d'échange d'informations, d'échange d'expériences, d'entraide, et comme je disais tout à l'heure, des groupes
groupes de parents d'élèves, pourquoi pas, des groupes sur le lieu de travail, inviter des ados à discuter entre eux de leur expérience de ChatGPT, plutôt que de leur dire qu'il ne faut pas l'utiliser, voir comment peut-être certains l'utilisent mieux que d'autres, et ceux qui l'utilisent mieux que d'autres vont informer ceux qui l'utilisent moins bien de la manière de l'informer. Si vous voulez, aujourd'hui, la parole des experts est discréditée. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de gens sont prêts à entendre des personnes qui ont le même mode de vie qu'eux, les mêmes difficultés qu'eux, qui sont confrontés aux mêmes problèmes éducatifs qu'eux. Et si le discours d'information vient de quelqu'un qui parle mon langage, quelqu'un auquel je peux m'identifier, je suis prêt à intérioriser les conseils. Mais si les conseils viennent d'un expert dans lequel je peux pas me reconnaître, qui parle à la télévision, mais qui visiblement vit d'une façon qui est à 1000 kilomètres de la manière dont je vis, c'est pas acceptable, vous voyez. Et cette éducation de proximité, on a les moyens de la faire. Et il faut laisser les outils numériques de côté, c'est tout, et puis retrouver les vertus des contacts tels qu'on peut les avoir dans des cafés, dans des soirées familiales, dans des réunions scolaires, voyez. Et créer encore une fois des groupes d'échange d'expériences et d'entraide mutuelle. Si j'ai bien compris, votre conseil, en fait, c'est de créer des communautés, non pas virtuelles, comme on a l'habitude aujourd'hui de consommer, mais de revenir à des communautés dans la vraie vie. Des communautés qui peuvent être très éphémères, mais dans lesquelles, encore une fois, ceux qui sont confrontés aux mêmes difficultés que moi, au même endroit que moi, peuvent peut-être avoir résolu mieux que moi les difficultés auxquelles je suis confronté et pouvoir m'aider, ou c'est peut-être moi qui les ai résolues mieux qu'eux et qui va pouvoir les aider. Et du coup, ça, c'est comme ça qu'on va pouvoir échapper à l'emprise des outils numériques. Vous, docteur Tisseron, est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou inquiet pour l'avenir ? Alors, vous savez, mes études de psychiatrie m'ont montré que quand on est inquiet, on a tendance à baisser les bras, ou alors à s'agiter dans tous les sens de manière non productive. Donc, je suis très préoccupé depuis longtemps de l'emprise des écrans. C'est vrai, depuis très longtemps. Oui, depuis très longtemps, depuis le début des années 90. Mais je choisis le pari de l'optimisme. C'est-à-dire, je pense que l'être humain s'est sorti de tellement de difficultés depuis les origines de l'humanité qu'il peut se sortir de celle-là, à condition d'échapper à ce piège nouveau qui est l'enfermement de chacun sur lui-même par les algorithmes. Et ça, c'est un piège auquel l'humanité n'a jamais été exposée. L'humanité a toujours fait groupe pour résoudre les difficultés. Mais voilà tout d'un coup une menace qui prend les êtres humains pour empêcher le moyen qu'ils ont traditionnellement de se sauver, à savoir de faire groupe. Les algorithmes nous referment chacun sur nous-mêmes. C'est pour ça qu'on n'échappera pas au poids des algorithmes autrement qu'en refaisant communauté. Merci beaucoup, docteur Tisseron, pour toute la valeur partagée durant cet entretien. C'était passionnant, j'ai appris énormément de choses, mais vous le savez, ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel dans le Manal Show. J'aime terminer mes entretiens avec une série de questions rafales. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure pas longtemps, 1 minute. Et grâce à ces questions, on va apprendre à mieux vous connaître aussi. Est-ce que vous êtes prêts ? Eh ben oui. Alors, c'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? Je vais faire bouillir de l'eau pour faire le thé. Et après, je vais prendre ma douche. Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? Il y a une chose qui est arrivée dans ma vie, où on m'a dit que c'était une folie, c'est quand j'ai fait ma thèse en bande dessinée. Tout le monde me disait que c'était une folie, ça oui. Quelle application utilisez-vous le plus ? Il y a Snapchat. Quand même. Non, attendez... non, c'est pas Snapchat. Il y a WhatsApp. Excusez-moi, j'utilise WhatsApp. Pas Snapchat. Excusez-moi, j'utilise WhatsApp. Oui, parce qu'il y a il y a un WhatsApp familial, il y a un WhatsApp de la copropriété, il y a un donc oui, j'utilise WhatsApp. Voilà, j'utilise WhatsApp. La bonne réponse, c'est WhatsApp. Quelle musique écoutez-vous en boucle en ce moment ? Du jazz. Je suis toujours resté fidèle à des programmes de jazz que j'utilise que j'écoute des fois en travaillant. Quel est le luxe dont vous ne pourriez pas vous passer ?
Alors, mon smartphone, pour trouver ma route quand je vais faire des conférences, parce que ça m'a aidé énormément. J'avais toujours peur de me perdre et des fois, je partais sur la bonne route, mais du mauvais côté. Ah. Et dès que je vais quelque part, j'ai l'œil constamment sur la petite boule bleue qui m'indique si je vais du bon côté. Ça m'aide énormément, oui. Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer ? L'endroit où je me ressource le mieux, c'est encore dans mon imagination. Je me suis beaucoup ressourcé pendant longtemps dans les mondes des jeux vidéo. Si vous voulez, il y a des mondes, certains mondes virtuels sont très beaux, très apaisants. Et on ne trouve pas forcément l'équivalent. Alors, si vous voulez, si je vais dans une forêt magnifique, je vais avoir envie de me souvenir de cet endroit pour pouvoir m'y ressourcer mentalement, mais j'irai qu'une fois exceptionnellement. Si je joue à un jeu vidéo régulièrement, je peux intérioriser un paysage qui s'y trouve et me ressourcer dans ce paysage. Si vous pouviez inviter une personne à votre table pour déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous ? Actuellement, ça serait, je dis moi, Wad. Quel est le dernier livre que vous avez lu ? Le dernier que j'ai lu, c'était Hannah Arendt sur la violence. Voilà, c'est un livre assez ancien d'Hannah Arendt sur la violence. Et après, je suis passé à un livre sur la peur que j'ai pas encore fini. Quel est votre talent caché ? J'aimerais en avoir un que je n'ai pas encore découvert et que je découvrirai maintenant. Mais Ou alors une compétence que vous aimeriez développer ? Oui, alors il y a quelque chose dont j'ai toujours été tenu à l'écart et j'en ai beaucoup souffert, c'est la musique. Parce que comme on vivait dans un appartement minuscule et que mes parents n'avaient pas du tout d'argent, le jour où j'ai dit j'aimerais faire du piano, ça a provoqué un éclat de rire. Et le jour où j'ai dit que j'avais envie de faire de la guitare, on m'a dit mais passe ton bac d'abord. Donc, après je me suis plus jamais intéressé à la musique, mais j'ai toujours resté, comment dire, un territoire que j'aurais pu explorer, que je n'ai jamais exploré. Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? J'en vois pas. Enfin, j'ai pas de... Pas de mauvaise habitude. Il n'y a pas de chose dont je me dis, il faudrait que je me débarrasse de ça. Non. Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné ? Connais-toi toi-même. Et le pire conseil, celui que vous n'auriez jamais dû suivre ? C'est terrible. C'est lié à mon milieu. Ne cherche pas à péter plus haut que ton cul. Ce qui voulait dire, n'aie jamais trop d'ambition. Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité ? D'être plutôt calme et surtout très fiable. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut ? Avoir tendance parfois à trouver les gens bêtes parce qu'ils ne comprennent pas aussi vite que moi. C'est un très vilain défaut. Vous lisez un livre sur la peur ? Du coup, je vous pose la question. Quelle est votre plus grande peur ? Alors ma plus grande peur, c'est de mal vieillir actuellement. Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? Je me lave les dents en général, c'est ce que je fais. Merci beaucoup d'avoir joué le jeu des questions rafales. Je termine avec notre dernière question signature du Manal Show. Avec toutes les années et l'expérience cumulée, quelle est la leçon apprise qu'on n'apprend pas à l'école ? À croire que tout est possible. Croire que tout est possible. Oui, que tout est possible. Tout n'est évidemment pas possible, mais il est important de croire que ce à quoi on croit est possible. Voilà. Je pense que c'est une excellente façon de clôturer cet entretien. Merci infiniment, Dr Serge Tisseron, pour toute la valeur délivrée, pour tout ce que vous avez partagé avec nous. Merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Je suis certaine que ça va intéresser beaucoup de personnes également. Si on veut en savoir davantage sur vous, si on a envie d'aller plus loin, où peut-on vous retrouver ? Alors, j'ai un site, sergetisseron.com, et on peut y retrouver tous les blogs que j'ai écrits depuis 30 ans, mes dessins, mes photos, j'ai fait beaucoup de photos. Donc on peut retrouver tout ça sur mon site, sergetisseron.com. Bien sûr, et vos ouvrages également. Et mes ouvrages, donc sur les écrans 3, 6, 9, 12, mais les écrans évoluent très vite et mon blog parle de l'actualité. Donc 3, 6, 9, 12, c'est bien parce que c'est un livre, voilà. Ça se veut exhaustif au moment où ça paraît, mais l'actualité va très vite. La dernière édition date de 2018. C'est quand même très daté maintenant. Donc si on a envie d'avoir des informations à jour, directement sur le blog. Voilà. Merci beaucoup, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets. Merci beaucoup.